Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les séismes. La Terre est une planète active. Comme nous l'avons vu avec le chapitre précédent, elle possède une activité externe, avec par exemple des courants marins, des courants d'air qui peuvent être responsables de pluies, d'inondations, de tempêtes, etc. Mais elle possède aussi une activité interne, à l'origine d'éruptions volcaniques ou de séismes par exemple. Tout cela va représenter un risque potentiel pour la population. Mais alors, qu'est-ce qu'un séisme? Un séisme se manifeste par une série de secousses plus ou moins violentes, de courte durée, suite à une rupture des roches en profondeur. Il peut provoquer des dégâts matériels, des pertes humaines, des formations du sol comme des fissures et des cassures par exemple. Voici un schéma qui reprend cela. Le séisme est provoqué par une rupture des roches au niveau du foyer, que l'on peut voir en jaune sur le schéma. Il y a alors des ondes de choc qui se propagent tout autour. Cette rupture entraîne la formation de fissures ou de failles, qu'on peut voir ici en noir, qui remontent jusqu'à la surface. L'épicentre noté E sur le schéma correspond à la projection du foyer à la surface. On appelle distance épicentrale la distance entre la station qui va pouvoir enregistrer le séisme, noté S ici, et le foyer. On peut également voir sur le schéma les dégâts entraînés par les secousses à la surface au niveau des habitations. Beaucoup de séismes dans l'histoire ont causé de gros dégâts humains et matériels. Par exemple, dans le sud de la France, en juin 1909 à Lambesc. D'anciennes cartes postales permettent de se rendre compte de la destruction des bâtiments. Lambesc est une ville qui se situe dans une zone à risque, comme vous pouvez le voir ici. Cette zone, au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a connu beaucoup de séismes. On peut voir toutes les failles en noir qui témoignent d'une forte activité sismique. Les dégâts causés par les séismes peuvent permettre la mesure de la quantité d'énergie dégagée par celui-ci, grâce à une échelle que l'on appelle l'échelle de Richter. En fonction des dégâts que l'on peut observer, on va pouvoir placer le séisme sur cette échelle. Par exemple, si l'on observe une destruction quasi totale des habitations et que les objets ont été projetés dans l'air, on va pouvoir classer le séisme à 9 ou au-delà. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme quantité d'énergie qui a été libérée par ce séisme. A contrario, si on y a seulement des secousses qui ont été détectées par des instruments de mesure très sensibles, on va alors classer le séisme entre 0 et 1,9 sur l'échelle de Richter. Sur cette carte, on peut également voir que récemment à Manosque, en 2010, un séisme a eu lieu. Cependant, aucun dégât n'a été déploré, seulement quelques tremblements de terre ressentis par la population, mais pas d'une grande intensité. Pour se protéger des séismes, il y a plusieurs solutions. Par exemple, à Lambesc, on trouve encore des traces des structures qui avaient été mises en place après le séisme de 1909. On peut voir sur les façades des habitations des renforts, sortes de barres métalliques qui sont enfoncées dans les façades pour renforcer les murs et éviter leur effondrement si à nouveau un séisme frappait la ville. Le collège de Lambesc a lui aussi mis en place différentes protections, avec des joints parasismiques par exemple permettant le mouvement du bâtiment sans que des fractures se forment. Il y a aussi des pylônes sous le bâtiment pour l'isoler du sol et donc éviter une destruction du collège si un gros séisme avait lieu. Avec la carte de la zone à risque, nous avons vu qu'à Manosque, il y a eu en 2010 aucun dégât, alors qu'à Lambesc en 1909, lorsqu'il y a eu le séisme, il y a eu une grosse destruction du village. Comment expliquer la différence de dégâts pour ces deux villes qui sont très proches, qui ont subi un séisme dans la même région? On cherche à répondre à cette question dans l'activité 3. En effet, nous pouvons énoncer plusieurs hypothèses pour répondre à cette problématique. Est-ce que c'est la profondeur du foyer du séisme qui a changé? Est-ce que c'est l'intensité du séisme qui n'est pas la même? Ou est-ce que c'est la distance épicentrale qui varie et qui explique alors ces dégâts vraiment différents? Afin de tester ces hypothèses, nous pouvons expérimenter. Pour cela, nous avons besoin de morceaux de sucre, d'un marteau ou d'un morceau de bois, de feuilles blanches de brouillon si possible, d'un crayon et de livres. La première étape consiste à tracer des cercles autour du centre de la feuille. Ensuite, deuxième étape, placer des morceaux de sucre représentant des habitations plus ou moins hautes, puis tracer le contour de ces constructions
pour se souvenir de leur position avant et après la secousse. Dernière étape, donner un coup sous l'installation, donc sous la table, en faisant attention à l'emplacement du coup et de son intensité qui va varier en fonction de l'hypothèse qu'on va tester. Pour le cas numéro 1, on veut tester si la profondeur du séisme a un impact sur les dégâts en surface. J'ai effectué un premier coup directement sous la table. On observe alors une forte destruction avec un déplacement des morceaux de sucre. Ensuite, pour mimer un coup plus profond, on peut rajouter sous la table plusieurs livres pour rajouter de la distance et effectuer un coup sur les livres. On observe alors que les habitations ont beaucoup moins bougé. Donc, la profondeur du foyer a un impact sur les dégâts en surface. Plus le foyer est proche de la surface, plus les dégâts seront importants. Pour le cas numéro 2, on veut tester si l'intensité du séisme a un impact sur les dégâts. Donc à la même profondeur, directement sous la table, je vais effectuer 2 coups. Un coup faible et un coup fort. On observe alors sur les 2 photos que pour le coup faible, les habitations se sont beaucoup moins détruites et ont moins bougé que pour le coup fort. Donc l'intensité du séisme a un impact sur les dégâts. Plus il est intense, plus il y aura de dégâts. Dernier cas, on veut tester l'influence de la distance épicentrale, c'est-à-dire la distance entre l'épicentre du séisme et le village. J'ai d'abord effectué un coup sous la table proche du village sur la gauche. On peut voir que beaucoup de sucres ont été déplacés. J'ai ensuite éloigné le coup, toujours sur la gauche, plus loin du centre du village. Une seule construction s'est alors effondrée. On peut donc conclure que plus la distance entre l'épicentre et le village est importante, moins il y a de dégâts. Toutes les hypothèses dans ce cas-là sont alors vérifiées. Nous venons de construire un modèle, c'est-à-dire une manipulation physique permettant d'étudier un phénomène que l'on souhaite comprendre, mais qui est inaccessible. Dans ce cas-là, le séisme. Cependant, est-ce que notre modèle du séisme, aujourd'hui, représente-t-il vraiment la réalité? Quelles sont les différences entre ce que l'on a pu observer pour notre modèle et la réalité? Tout d'abord, nous avons utilisé des sucres pour faire les habitations. Ce ne sont donc pas les mêmes matériaux. Ensuite, la table et les livres ne sont également pas faits des mêmes matériaux que le sol, dans la réalité. De plus, le coup n'était pas une fracture des roches, c'était simplement un coup effectué par un objet sur un autre. Et les distances n'étaient pas aussi grandes que celles que l'on peut observer dans la réalité entre par exemple le foyer d'un séisme et un village. Un modèle ne représente pas la réalité. Cependant, il permet de comprendre certains phénomènes qui ne sont pas observables par l'homme et donc ensuite de pouvoir s'en protéger.